Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'En Campagne proposé avec la Nouvelle République. En plateau avec moi, Luc Bourriane, directeur de la rédaction, et Emmanuelle Pavillon, directrice départementale de la Nouvelle République en Indre-et-Loire. Bonjour, bienvenue à vous deux. Bonjour. Bonjour Mickaël. Nous accueillons pour cette nouvelle émission Emmanuel Denis, maire sortant, candidat à votre réélection. Bonjour Emmanuel Denis. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes écologiste à la tête d'une liste d'union de la gauche sans LFI. Alors vous n'êtes pas le seul candidat. Il y a 9 listes au total pour l'instant déclarées à Tours. Vous allez les découvrir sur cette infographie. Vous allez nous donner le sens de votre candidature, nous dévoiler vos projets, mais on va commencer par des questions d'ordre politique. Et pour ouvrir cette séquence, on va rappeler les résultats d'un récent sondage, un sondage OpinionWay pour le cercle des élus locaux, qui vous donne vainqueur dans toutes les configurations, au premier tour avec 37%, au second tour en cas de triangulaire, et puis au troisième tour aussi en cas de quadrangulaire. Pas mal pour commencer une campagne électorale, mais est-ce que vous ne craignez pas, vous, que ça peut démobiliser paradoxalement vos soutiens qui peuvent se croire vainqueurs avant d'arriver à l'échéance? Si, bien sûr, c'est le risque. Ça n'est qu'un sondage. Et aujourd'hui, nous n'avons pas encore dévoilé notre programme, puisqu'il sera dévoilé entièrement au mois de février. D'ici là, on va à la rencontre des Tourangelles et des Tourangeaux. C'est important de continuer, bien sûr, à discuter avec eux, d'affiner nos propositions en fonction de leur retour, de convaincre et de rencontrer de plus en plus de Tourangelles et de Tourangeaux. Donc, c'est un signe positif, en tous les cas. Ça nous a plutôt galvanisé. Voilà, donc il faut garder cette dynamique et maintenant aller convaincre sur le terrain. Emmanuel, c'est à vous. Alors, une union de la gauche pour la présidentielle annoncée ce week-end à Tours, depuis votre meeting. C'était, on imagine, un bon coup de boost pour le moral des équipes. Mais on se demande si c'est une si bonne idée, électoralement parlant, quand on sait le bazar ambiant à Paris aujourd'hui. Est-ce que c'était une bonne idée d'inviter cela dans la campagne pour les municipales ? Je pense qu'en fait, surtout, ils ont voulu bénéficier de l'ère tourangeau qui apaise toutes les tensions. Voilà, ils étaient là aussi pour, en termes de reconnaissance. On a accompli un travail intéressant, important depuis 6 ans. Et c'était aussi pour eux l'occasion de dire, vous voyez, l'union, ça marche. Et donc, il faut qu'on réussisse à le faire au niveau national, même si la situation est différente, même si les acteurs sont différents. Néanmoins, et on le voit dans les enquêtes d'opinion, les Françaises, globalement, très globalement, veulent l'union de la gauche aux prochaines élections municipales et aux prochaines élections présidentielles. Mais est-ce que ça ne donne pas une petite impression de façade, d'affichage, tout ça ? Parce qu'il y avait le vendredi à Paris une vraie mésentente entre écologistes et socialistes à l'Assemblée. Le lendemain, Faure et Tondelier, tout sourire. L'image est surprenante. Bon, après, sur les bases, il y a des bases très fortes et importantes sur lesquelles tous ces partis sont totalement alignés. Après, la situation est tellement complexe au niveau national qu'il y a des divergences, il y a des différences. Si tout le monde était complètement d'accord, il n'y aurait qu'un parti à gauche. Et ce n'est pas le cas. Donc chacun fait valoir ses nuances, ses différences avec une argumentation qui, je trouve, tient la route. La situation, elle est extrêmement difficile à vivre à Paris. J'en discute souvent avec le député de Tours, Charles Fournier. La situation est comme ça, mais après, quand ils viennent pour soutenir un projet municipal, ils sont capables de mesurer le travail qui a été fait, mesurer la qualité, je l'espère, en tous les cas, c'était leur mot, de cette alliance très large de la gauche et des écologistes ici à Tours, avec une forte composante citoyenne. C'est peut-être cette composante citoyenne aussi qu'il faudrait impulser au niveau national, parce que souvent, ce sont les modérateurs dans ma majorité. Donc les configurations sont différentes, mais avoir le soutien des grandes personnalités de gauche qui viennent ici dire que le travail qu'on a réalisé, ça donne envie. Moi, je trouve que c'est positif. Alors, ils n'ont pas seulement dit que ça donnait envie. Marine Tondelier a carrément dit qu'elle ne s'inquiétait pas pour Tours. Ça encore, c'est un peu ce que disait Mickaël tout à l'heure. Est-ce que là, on n'est pas dans l'autosatisfaction un peu dangereuse
Bon, c'est un si meeting. loin de l'élection. C'est quelques mots dans un meeting. Nous, on reste très focalisé, très concentré. Il faut avoir beaucoup d'humilité en politique et c'est un des enseignements, bien Cette sûr, phrase a manqué de peut-être notre un peu. mandat. Et donc, voilà, on va avec justement beaucoup d'humilité vers les Tourangeais et les Tourangeaux pour discuter avec eux, les écouter, comprendre les problématiques et essayer de proposer dans notre prochain programme des éléments pour répondre à ces Tourangelles et les Tourangeaux avec 2 axes très forts. Le premier, Alors, c'est de protéger au quotidien ça, on les y Tourangelles reviendra et les sur Tourangeaux. Je le dis quand même une première fois. On y vient. Protéger au quotidien et puis préparer l'avenir parce que le politique doit préparer l'avenir. On y vient à ça, mais localement, justement, cette union socialiste, écologiste et puis tous les autres, ça se danse comment? Qu'est-ce que vont obtenir les socialistes? Votre premier adjoint ou votre première adjointe sera socialiste, par exemple? Eh bien, non, ça ne sera pas la Elle sera première pas adjointe. socialiste. Ça sera une première adjointe, elle ne sera pas socialiste. D'accord. Après, dans le détail, Ce sera qui on n'est pas dans le moment du dévoilement qui de la liste. Il y aura d'abord la liste qui sera dévoilée. Puis il faut aller étape par étape. D'abord, on dévoile la liste, et ça sera le 9 février. Vous semblez bien savoir qui ce Ensuite, sera. il y aura le premier tour, le deuxième tour. Si nous sommes à nouveau en responsabilité, si les électeurs décident de nous faire à nouveau confiance, on construira notre majorité avec bien sûr des adjoints, avec des délégations, mais il faut faire les choses dans l'ordre. Donc d'abord gagner cette élection et puis ensuite on pourra répondre précisément à toutes vos questions. Luc. Oui, mais votre allié durant ce mandat, Marie Quinton, est à la tête d'une liste insoumise. C'est un peu la surprise de cette campagne. Est-ce une déception pour vous, personnelle, politique, ou est-ce un cadeau finalement, étant donné le caractère un peu repoussoir de la France insoumise? Plusieurs enquêtes d'opinion le démontrent au niveau national. En tous les cas, c'est une déception, bien sûr, à titre personnel, parce qu'on a bien travaillé ensemble. On a développé des politiques ambitieuses, des politiques de solidarité autour du sans-abrisme qui n'est pas dans notre compétence, sur laquelle se sont beaucoup impliqués les membres de la France Insoumise, sur la gratuité des bibliothèques aussi avec Madame Blé. Donc des politiques vraiment qui changent la vie des gens au quotidien. Et puis cette stratégie nationale que moi je regrette, qui je pense n'a pas de sens ici localement. Oui, donc. Aujourd'hui, la page est tournée. Je prends acte de cette décision. Elle l'a très bien expliqué. Je pense que ce n'est pas une question de personnes. C'est avant tout une question de stratégie nationale de la France insoumise. En clair, ce que vous dites, c'est que c'est Jean-Luc Mélenchon qui l'a imposé, cette candidature. Écoutez, vous l'interprétez comme vous voulez. Si c'est, Oui. Est-ce que c'est Jean-Luc ou quelqu'un d'autre? En tous les cas, Vous dites Jean-Luc. Vous dites Jean-Luc. C'est leur stratégie nationale. Vous avez parlé de Jean-Luc Mélenchon, donc je peux dire Jean-Luc. Mais non, ça me dénote une proximité que cette candidature-là. Bon, en tous les cas, le vrai sujet, c'est que cette stratégie nationale, elle s'applique ici aussi à Tours. Moi, je le regrette, mais maintenant, tout ça est acté, c'est derrière nous. Notre sujet aujourd'hui, puisqu'on a fait à nouveau un beau rassemblement de la gauche et des écologistes avec d'autres organisations qui sont venues nous retrouver, comme C'est Autour du Peuple, comme Place Publique. Et donc l'objectif maintenant, c'est d'aller convaincre et c'est de construire ce programme, en tous les cas de fignoler ce programme pour le présenter bientôt aux électeurs tourangeaux. Et comme on le fait avec l'ensemble des candidats, au second tour, est-ce que vous ferez de la place à Marie Quinton? Est-ce que c'est envisageable sur votre liste? Et ce, même si elle ne faisait pas 10%? Eh bien, cette question, on y répondra plus tard. Bon, on espère qu'on va avoir des questions auxquelles vous répondrez. Écoutez, non, mais franchement, c'est pas... c'est un vrai sujet, quand même, de savoir. c'est un sujet. Bien sûr, c'est un sujet D'autant que vous n'avez extrêmement pas important. Ça rejoint ma première question, pardon, Monsieur Denis, ça rejoint ma première question, c'est savoir, ça peut être une aubaine pour vous de gouverner sans la France insoumise. Aujourd'hui, on est à l'aube du premier tour. La campagne a commencé depuis quelques semaines. Moi, je suis complètement mobilisé pour être un maximum sur le terrain. Nous sommes allés, il y a 2 semaines, 2 jours, 24 heures en immersion à Tours-Nord. La semaine dernière, 24 heures en immersion aux Fontaines. Cette semaine, nous serons au Sanitas et puis dans tous les autres quartiers de la ville. Mon objectif, c'est vraiment de faire cette campagne, de discuter, de rencontrer les Tourangelles et les Tourangeaux. Les questions du premier tour, du deuxième tour, les questions de la métropole, elles se poseront plus tard, mais je sais que vous allez y venir. Maintenant. Bravo, belle Voilà. transition. Belle transition. Ah oui,
Je le quand même. sentais. Quel je le talent. sentais. On va quand même la poser parce que c'est un vrai enjeu quand même du scrutin municipal. Est-ce que vous souhaitez être président de la métropole dans la future configuration de cette assemblée ? Sur ce sujet, bien sûr, ça a du sens de dire le maire de Tours, plébiscité à nouveau en tous les cas, avec une confiance renouvelée des habitantes et des habitants, a légitimité à être le prochain président de la métropole. Mais aujourd'hui, le sujet est encore prématuré. On sait que dans cette métropole, il y a les équilibres politiques sont ténus et on sait donc que là, le prochain exécutif de cette métropole devra être un exécutif en cogestion pour que ça fonctionne bien, parce que quand c'est pas en cogestion, vous avez vu, ça fonctionne pas bien. L'objectif, c'est bien sûr qu'il n'y ait pas la métropole contre sa ville-centre. Donc après, il faudra trouver à la fois le projet et les angles et les orientations politiques qui permettent de créer un vrai consensus autour de ce projet. Et puis, la question de la présidence, ce sera le troisième tour des élections. Il y a un premier tour, un deuxième tour, un troisième tour. Alors, On discutera sur, bien sûr, des éléments programmatiques, des éléments politiques publics. Et autour de ça, eh bien, il y aura le sujet de la présidence. Alors, ça peut être difficile d'envisager l'avenir, on le comprend, mais par contre, on peut regarder le passé, et en 2020, on ne peut pas dire que votre souhait de ne pas présider la métropole, ou en tout cas de ne pas essayer de présider la métropole, a été une réussite pour Tours. Ça vous a gardé un long moment en difficulté, loin des véritables responsabilités, que ce que vous avez récupéré depuis. Vous n'avez pas peur de faire deux fois la même erreur, finalement, si vous ne vous déclarez pas candidat ? Je viens de vous répondre. Effectivement, moi, je pense que les gens dans toutes les métropoles, les grandes métropoles françaises, quasiment, le maire de la ville-centre est aussi président. Et ça fonctionne bien, puisque ça fonctionne comme ça un peu partout. Donc, il y a cette légitimité-là. Mais aujourd'hui, la question ne se pose pas, parce qu'en termes d'équilibre politique, vous voyez que c'est ténu, et que, de toute manière, je le redis, il y aura une cogestion. Donc cette cogestion, il faut qu'elle se fasse en confiance. Justement, si on ne veut pas rééditer ce qui s'est passé, ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut faire des annonces. Ça n'est pas le moment. Il y a des étapes. Il y a des étapes à passer. Il faut être respectueux des électrices et des électeurs. Donc le premier tour, le deuxième tour, et puis après, on pourra avoir cette discussion. C'est quoi une cogestion ? La cogestion, c'est quand on partage entre la droite et la gauche l'exécutif de la métropole. C'est ce qui a fonctionné avec Jean Germain, et c'était sur ce principe-là qu'il avait créé Tours Plus, et c'est le principe qui continue de fonctionner et qui a fonctionné ces dernières années. Et qui a fonctionné avec Frédéric Ogis jusqu'à aujourd'hui. Rapidement, le principe même de la métropole des maires, c'est la bonne configuration, la bonne vision pour cette métropole ? Après, ça, c'était le choix de Frédéric Ogis. C'est sur ce principe-là qu'il a été élu. Je pense qu'il est important d'avoir, bien sûr, le respect des maires, qui sont essentiels dans le fonctionnement de la métropole, mais aussi de pouvoir s'appuyer sur des orientations fortes sur certaines politiques publiques. Il y a, dans les compétences de la métropole, des sujets extrêmement importants. Alors, les mobilités, vous m'en parlerez. Il y a le sujet des déchets. Il y a le sujet des infrastructures, extrêmement important. Les infrastructures, on sait qu'on a besoin de rénover nos infrastructures. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un pont qui s'écroule. Enfin, voilà. Donc, l'eau, la gestion de l'eau. Comment on va gérer l'eau ? Aujourd'hui, on a une régie publique à Tours. Demain, il y a encore des DSP ici ou là. Comment on transforme ces DSP ? Est-ce qu'on fait une grande régie métropolitaine ? C'est mon souhait, mais c'est des discussions qu'il faut mener. Et c'est sur ces principes-là, sur ces politiques-là qu'il faut se donner un cap, se donner des orientations, et puis ensuite bâtir un exécutif. Bon, on verra ce troisième tour donc, que vous évoquez. Alors, pourquoi êtes-vous candidat à Tours ? On va parler de la campagne, on s'intéresse à votre candidature. Tout d'abord, un mot sur les résultats des dernières élections sur notre territoire. Au municipal 2020, vous étiez arrivé en tête au second tour face à Christophe Boucher, en tête aussi au premier tour. Du côté de la présidentielle, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au premier tour devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'était pour le premier tour de la présidentielle à Tours. Et puis pour les législatives, Charles Fournier en tête devant Benoît Pierre, par ailleurs candidat au municipal à Tours. Vous êtes maire depuis 2020. Ce que pensent les Tourangeaux de votre candidature ?
Eh bien, on le découvre dans ce micro-trottoir qu'on a réalisé dans les rues de Tours. Est-ce que vous connaissez cette personne? Pas du tout. Vous savez pas qui c'est? Non, pas du tout. Et c'est le maire de Tours, M. Denis. Ouais. Non, du tout, j'ai jamais vu son visage. Oui, ça doit être le maire, je crois. Qui est-ce? Emmanuel Denis, notre maire. Tout à fait. Il se représente au municipal 2026. Est-ce que ça vous intéresse sa candidature? Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas rendu la ville attractive ni pour les commerçants, ni pour les... Même moi qui me promène en vélo, je me sens en insécurité en permanence. Je sais que c'est un maire écologiste. Ce qu'il fait, je trouve ça pas forcément pratique. Je trouve ce qu'il fait, c'est plus, serait plus applicable dans des très grandes villes comme Toulouse ou Lyon. Il y a des problèmes, le pont Wilson qu'on ne peut plus prendre en voiture parce qu'il faut faire de grands détours et que ça embête, en fait, ça embête tout le monde. Il y a beaucoup de gens, vu que c'est une ville moyenne qui habite à l'extérieur de Tours, c'est assez difficile de venir en transport. Donc je pense qu'on habite à Tours Centre, le tram, etc., c'est super, mais pour revenir en voiture, c'est quasiment impossible. Donc, Quand même, la ville, ça bouge un peu, quoi. J'ai vu que... Bon, je suis là depuis 10 ans, mais je vois quand même qu'entre-temps, la ville se modernise quand même, continue à se moderniser. Il a bossé quand même, M. Denis. Non, je ne pense pas voter pour lui en travaillant dans le commerce, etc. On a un petit peu souffert quand même des travaux qu'il envisage, etc. Alors je rappelle, un micro-trottoir n'a de valeur que de ce moment qui a été fait Bon micro-trottoir à charge. Alors, il n'y a aucun tri, en fait, comme dans tous les micro-trottoirs que l'on fait. Il n'y a aucun. Non, mais c'est pour ça c'est intéressant. Mais Ce qui est intéressant, c'est qu'on expliquer. vous ramène à nouveau et sans cesse, en fait, la circulation, le stationnement, le pont Wilson. Vous n'aimeriez pas qu'on parle d'autre chose? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas imprimé, peut-être, dans cette opposition-là, parce que ce sont des opposants, visiblement, sur d'autres sujets que ceux qui ont été évoqués? Alors, vous l'avez dit, ce sont certainement des opposants. Après, quand je vais au-devant des Tourangelles et des Tourangeaux... Vous les voyez pas, ceux-là? Pardon? Vous êtes surpris de ces réactions-là? Non, je suis pas. Bon, j'en ai comme ça, mais j'en ai d'autres aussi complètement différentes. Avec, comme l'a dit la dernière personne qui a dit, la ville bouge. Au moins, on voit que ça a changé. Vous avez reconstruit des écoles, vous avez refait une cuisine centrale. Ça, ils l'ont pas dit. Il y a une vraie évolution, pardon. Ça, ils l'ont pas dit. Mais il a dit, ça bouge. Oui, tout à fait. Il a dit, ça bouge. Il a bossé. Et le fait d'avoir une équipe qui est au travail, c'est un retour qu'on a souvent. Et puis, les gens me parlent aussi de leurs problèmes du quotidien. Et c'est pour ça que dans les propositions que l'on fera pour les Tourangelles et les Tourangeaux, il y a ce sujet important, prégnant, de s'occuper, de continuer, puisqu'on a mis en place un bouclier social, on l'a renforcé, mais il faut continuer à renforcer ce bouclier social pour continuer à protéger les Tourangelles et les Tourangeaux au quotidien, avec des questions en particulier de santé, sur lesquelles j'ai déjà annoncé quelques propositions. Vous le savez que la question des déserts médicaux, il y avait un article dans la Nouvelle République il y a une quinzaine de jours qui fait état de cette désertification dans les campagnes, mais aussi en plein centre-ville de Tours, puisque à Tours, dans les 5 années à venir, 40% des médecins vont partir à la retraite. Donc là-dessus, on travaillera. On a fait un premier centre de santé. On aidera aussi les libéraux, parce que le centre de santé, c'est des médecins salariés. On aidera les médecins libéraux aussi à installer des maisons de santé pluridisciplinaires. Et donc, ce sera un axe fort pour permettre que toutes les Tourangelles et les Tourangeaux aient accès à la santé. Ça, c'est une préoccupation très forte qui me revient quand je vais au porte-à-porte et au contact avec les habitantes et les habitants. Alors, on va parler, vous avez dévoilé quelques éléments, on va parler du programme des défis qui seront les vôtres si vous êtes élu à partir de 2026. Vous l'évoquiez tout à l'heure, vous parliez de protéger les Tourangeaux, mais protéger, c'est aussi la question de la sécurité et de l'insécurité. On va d'abord se pencher sur les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur qui font état d'une situation assez contrastée, avec des indicateurs en hausse, comme les vols sans violence entre 2023 et 2024, ou les vols dans les véhicules. Une baisse du côté des vols avec armes ou du trafic et des usages de stupéfiants. Il y a aujourd'hui, Emmanuel Denis, alors cette compétence évidemment elle est partagée avec l'État, il y a aujourd'hui 95 policiers municipaux, 40 agents de surveillance de la voie publique. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il en faut plus, tout simplement? Alors le sujet de la sécurité, d'abord, c'est une compétence régalienne. Les
policiers municipaux sont en charge de la tranquillité publique, des questions de salubrité et puis du maintien de l'ordre en soutien de la police nationale et des questions de sécurité aussi en coordination avec la police nationale. Donc on a engagé un vrai travail de coopération, je parle souvent de coopération maximum avec les équipes de la police nationale, avec la préfecture. J'ai une bilatérale chaque mois avec le préfet pour aborder tous ces sujets. Et puis avec la police nationale également, avec la commissaire, une bilatérale régulière, et puis une coopération très importante avec la procureure. Donc sur ces sujets régaliens, et vous allez me parler certainement de narcotrafic, qui est un sujet sur lequel il faut que l'État mette plus de moyens. Moi, je suis allé écouter M. Darmanin à Paris sur cette question de loi narcotrafic. On attend d'avoir aujourd'hui des moyens, parce qu'en termes de justice, il y a des idées qui sont intéressantes. En termes de justice, il faut plus de moyens d'investigation. Les moyens d'investigation ont été largement réduits ces 10 dernières décennies. Il faut, en termes de justice fiscale aussi, des nouveaux moyens d'investigation. Et globalement, ces moyens-là, on ne les voit pas encore sur le terrain. Et ça, c'est une problématique. Donc, vous avez estimé le manque qu'il faudrait Nous, on est en coopération sur ces sujets-là, en particulier, par exemple, sur les commerces. Il y a des commerces, on se dit, mais comment ils fonctionnent? Est-ce que ce n'est pas des commerces où il y a du blanchiment de l'argent de la drogue? Eh bien, on a fait une liste communiquée à la préfecture de commerces qui, pour nous, semblent poser problème, et donc pour qu'il y ait des investigations derrière. Mais si personne ne fait rien derrière parce qu'il n'y a pas les moyens, eh bien, on n'avance pas. Bon. Donc voilà le travail de coopération qu'on a avec la police nationale. Ensuite, ce sujet de la sécurité, c'est aussi la médiation et la police de proximité. Sur ces questions-là, nous avons remis de la médiation dans les rues de la ville, alors que l'équipe précédente avait supprimé les quelques médiateurs qui existaient sur la ville. Donc il y a une équipe de médiateurs au Sanitas et dans le quartier Maris-Bastier. Et ça, c'est un moyen d'apaiser les tensions et de faire en sorte que, justement, il y ait moins d'incivilité, qu'il y ait moins de conflits entre les habitantes et les habitants. Combien de personnes? Ça s'appelle Tour de quartier, ils sont une dizaine, et ça fonctionne très bien. Et vous voulez renforcer cette brigade? On veut développer, bien sûr, la médiation, parce que ça montre que ça fonctionne bien. Sur la police de proximité, on essaye de plus en plus de faire en sorte que nos policiers soient sur le terrain, toujours plus sur le terrain. Et 2 axes sur lesquels on va développer notre police municipale, parce que moi j'ai des retours très positifs de la population, c'est la brigade montée. La brigade, donc les agents qui sont à cheval. Parce que alors je les ai vus intervenir pendant les émeutes, c'est très très efficace, c'est très très dissuasif. Et quand ils sont là, dans les rues de la ville, à la gare, dans le Vieux-Tour, il y a vraiment ce sentiment justement d'insécurité qui part, parce que on sent que la police municipale est là, on la voit et elle est très efficace. Donc on développera la présence pour avoir 2 fois plus de présence de la brigade montée. Ça veut dire deuxième sujet, bien sûr, on fera. Il y aura les deux, une réorganisation et puis quelques effectifs supplémentaires. Et puis autre chose, c'est la brigade cynophile, c'est-à-dire les agents avec des chiens. Parce que là aussi, c'est extrêmement sécurisant. Aujourd'hui, on a une brigade cynophile qui est simplement dédiée à la nuit. Demain, cette brigade cynophile opérera aussi en journée. Parce que là aussi, des agents de la police municipale avec des chiens qui... ça change la donne et ça sécurise les rues. Voilà. Donc ça, c'est des axes de développement de notre police de proximité. Et là, on est dans notre rôle. Le maintien de la tranquillité publique, le soutien à l'ordre public quand il y a des problématiques, et la présence de proximité auprès des habitantes et des habitants. C'est un budget. Pour avoir des chevaux, il faut avoir des box. Pour avoir des chiens, il faut avoir des chenilles. Il faut quand même un peu au-delà de... Bien sûr, ça sera des budgets. Mais je vous dis, c'est aussi une réorganisation, parce qu'aujourd'hui, on a 4 ou 5 chiens qui sont... peut-être même 6, qui sont que la nuit. Donc on peut réorganiser aussi pour faire en sorte qu'il y en ait 3 en journée. Et chaque équipe aura avec lui un chien. Et donc ça, tout de suite, ça change aussi la donne. Et c'est quelque chose de très apprécié. C'est les retours que j'ai des habitantes et des habitants. Et ça se comprend très bien instinctivement. Voilà sur ces sujets-là. Et puis après, il y a la prévention. La prévention, c'est aussi tout ce qu'on fait, et ça a été notre priorité sur le mandat, sur l'éducation. Parce que le meilleur moyen de lutter contre la délinquance, c'est quand même de faire en sorte que les enfants de nos écoles trouvent un chemin et ne tombent pas du mauvais côté du chemin, et qu'on puisse leur offrir un navire, qu'ils puissent
construire un avenir et s'émanciper. Et ça a été notre priorité. Bien sûr, on continuera à la mettre en œuvre. Question d'ordre matériel, il y a une centaine de caméras de vidéosurveillance à Tours. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Est-ce qu'elles sont bien placées? Leur rôle est bien assigné ou est-ce qu'il faut les développer? La doctrine est simple là-dessus. J'étais à peine arrivé en tant que maire. On a eu une réunion avec le procureur, M. Dunin, à l'époque, qui m'a dit, là, monsieur le maire, à cet endroit-là, il manque des caméras. Et donc, ce que j'avais indiqué, c'est le fait que les caméras sont présentes, il faut faire en sorte que ce soit efficace, que ce soit utile. Et donc, quand le procureur me dit, ou le préfet, ou je ne sais qui, ou mes services me remontent qu'il y a un trou dans la raquette, et ben on rajoute une caméra de vidéosurveillance. Et on modernise. D'ailleurs, on a prévu au budget la modernisation du CSU, donc le centre municipal de supervision, puisque voilà, les technologies évoluent. Et donc, on va faire évoluer aussi techniquement. Et ça a été voté dans le budget, puisqu'on a voté le budget au mois de décembre. Donc, sur le mandat, on a augmenté le budget de la police municipale pour rendre aussi plus attractif, parce que vous l'avez compris, il y a une concurrence terrible entre les différentes communes pour avoir sa police municipale, même si des fois ils partent dans des communes à côté, ils s'embêtent un peu, alors ils reviennent, mais c'est comme ça, c'est la vie, donc il y a une concurrence, donc on a augmenté les salaires de nos policiers, et puis on va continuer à rendre attractive avec le développement de cette brigade montée et de cette brigade cynophile, parce que c'est aussi très apprécié par les agents de la police municipale. Je vais vous demander une réponse très rapide. Vous avez décidé d'éteindre l'éclairage public à Tours le soir, en dehors de l'hypercentre, en fonction de différentes plages horaires. Alors, il n'y a pas de lien avéré entre insécurité et éclairage. Voilà. Ça, c'est pas avéré. Toutefois, ça peut générer un sentiment d'insécurité. Est-ce que vous avez une réponse à faire à celles et ceux qui pensent que à Tours, la nuit, sans éclairage, on peut se sentir en insécurité? Est-ce que vous avez par exemple développé les détecteurs de mouvement et les généraliser à Tours? Vous faites les questions et les réponses. Je vais essayer une proposition pour gagner du temps. Sur ce sujet-là, nous, on a été très à l'écoute. On a effectivement éteint quelques rues et puis on est revenu en arrière sur quelques rues. On est dans une vraie concertation. Et avant l'été prochain, on relancera une concertation complète, quartier par quartier, rue par rue, avec les associations féministes qui souvent nous interpellent sur ce sujet. Et moi, je ne veux pas effectivement qu'il y ait ce sentiment d'insécurité qui se développe, même si ça n'est qu'un sentiment, vous l'avez dit, et je vous remercie parce que c'est la Nouvelle République qui a rétabli la vérité par rapport à certains de nos adversaires qui commençaient à dire que l'insécurité était grandissante du fait de l'extinction de quelques rues. Donc on repartira à zéro, quartier par quartier, dans une vraie concertation pour que les choses se fassent en bonne intelligence, et on utilisera les nouvelles technologies de déclenchement, mais alors on ne peut pas le mettre dans toutes les rues parce que quand il y a beaucoup de voitures, ça ne fonctionne pas, mais le déclenchement, c'est une bonne technologie. Il y a aussi l'éclairage de basse intensité qui est utilisé, par exemple là pour respecter la trame noire le long des fleuves, sur l'île Balzac, il y a un éclairage de basse intensité, et quand on passe à côté, l'intensité augmente. Donc voilà, il y a toutes ces réponses qui sont valables, qu'on mettra en œuvre, et en plus, on accélérera le basculement en LED. J'ai aussi des propositions écologiques à faire. Donc l'objectif, c'est qu'on a à peu près fait 40% de transformation en LED. Il faut qu'on aille à 100% à la fin du mandat. Donc il faudra accélérer le rythme de transformation de tout ça. Et tout ça alimenté par une énergie propre, puisque parallèlement, on va développer les énergies solaires. Vous avez vu que bientôt, d'ailleurs, on va inaugurer les panneaux au-dessus de la cuisine centrale. Et il y a plein de petites stations comme ça de solarisation qui vont se développer sur les toits de la ville de Tours ou sur les parkings, ce qui nous permettra d'obtenir à peu près 4 gigawattheures d'énergie produite. C'est l'équivalent de ce qui est nécessaire pour la consommation de notre éclairage. Donc, on va avoir demain une énergie totalement en LED, une énergie totalement propre, avec des rues qui seront sécurisées, éclairées, pas éclairées, en fonction des compromis qu'on aura avec les habitantes et les habitants. Très bien. Depuis 6 ans, votre priorité, ça a été d'apurer les dettes de la ville. Aujourd'hui, on est à 178 millions d'euros, 16% de moins depuis 2019. Les investissements, eux, repartent à la hausse. 51 millions prévus en 2025, c'était 26
millions en 2019. Qu'en sera-t-il pour les années à venir dans votre programme ? Eh bien, on va poursuivre avec les équipements, justement, Emmanuel. Alors, Michael vient de le dire, vous avez travaillé sur la dette, mais qu'en est-il de la dette grise, de l'état des équipements ? L'équipe précédente avait commencé à travailler un petit peu sur l'état du bâti, vous avez travaillé sur les écoles, vous avez travaillé sur les gymnases. On a l'impression, quand on voit l'état de Tours, que la tâche est immense. Il va falloir combien de temps pour arriver au bout de tout ça ? Un mandat, 2 mandats, 3 mandats ? Quelques mandats. Oui, on a réussi à réduire la dette tout en tout en assainissant la structure de la dette, avec des taux d'intérêt moins importants et donc une charge financière sur la dette plus faible. Et puis on a absorbé le mur de la dette quand même, c'était les emprunts in fine 2022, 2023, 2024, 2025 et encore 2026. Et ensuite, les emprunts in fine, ça sera derrière nous. Et puis on a largement augmenté les investissements, puisque ce n'est pas 51 mais 54 millions qui ont été réalisés sur 2025 pour reconstruire nos écoles, nos gymnases, nos équipements sportifs et nos équipements culturels. Il faudra continuer. L'objectif, c'est maintenant de s'établir à autour de 40 millions par an, parce que là, on a un pic, c'était en fin de mandat avec tout ce qu'on avait lancé, la cuisine centrale. Mais ensuite, d'avoir au minimum 40 millions par an d'investissement et avec un rythme sur les écoles, d'une école ou d'un groupe scolaire par an et d'une crèche par an. Sur les gymnases, il faudra lancer aussi, mais ça se discutera avec la métropole parce qu'il y a de nombreux équipements sportifs et je sais que vous allez m'en parler qui sont d'intérêt métropolitain. Donc c'est important d'avoir aussi au niveau métropolitain un plan pluriannuel d'investissement sur ces équipements sportifs qui sont très demandés. Voilà, donc on a au moins une bonne dizaine d'années de travaux et de rénovation devant nous. Je vais vous en parler. Comment avez-vous reçu la lettre des clubs sportifs qui vous demandent de manière un peu urgente des structures plus adaptées ? On rappelle 5 clubs, le TMB, le rugby, les Remparts, la 4S, le TVB. Voilà, ce n'était pas seulement à vous, c'était à l'ensemble des candidats, mais il y avait une urgence de leur part. Oui, je l'ai reçu très positivement. Alors bien sûr, je ne découvre pas le sujet, puisque je vais régulièrement dans les équipements sportifs de la ville. On va bientôt d'ailleurs inaugurer un nouveau complexe sportif du Halbardier au Sanitas qui va être incroyable. Mais c'est des gros investissements, c'est 13 millions pour le Halbardier. Donc on a de nombreux équipements sportifs qui sont à reconstruire. Et cette question qui nous est posée par les présidents de clubs, bien c'est une question que j'ai et qui est une vraie blessure en fait quand on croise le jour de ce qu'on appelle Tour en Fête, où on croise toutes les associations sportives et de loisirs et culturels de la ville. Les présidents me disent monsieur le maire, le problème c'est que j'étais obligé de refuser 30, 40 enfants et ça parce qu'on n'a pas assez de créneaux horaires, parce que vous n'avez pas assez d'infrastructures. La 4S par exemple le dit, on voilà. Pas forcément dans les grands mais sports. Mais bien sûr, je l'entends tous les ans. Et donc ma réponse est toujours la même, c'est de dire que je fais avec le budget que j'ai. On a mis 35 millions sur les investissements sportifs, c'est un record par rapport à ce qui avait été fait. Mais demain, pour aller plus vite, il y a ce sujet des équipements sportifs majeurs d'intérêt métropolitain sur lequel il faudra qu'on puisse avoir un plan pluriannuel d'investissement. Et ça, c'est une nécessité pour la métropole maintenant. Quelle est une vision sur les années à venir, pardon ? Est-ce que le Palais des Sports, par exemple, c'est une priorité ? Bien sûr, le Palais des Sports. Vous savez, dans les équipements culturels et sportifs, il y a le Grand Théâtre, bien sûr. Il y a le Palais des Sports. Il y a on va parler de l'Arena et donc le parc des expositions. Le parc des expositions, voilà. Donc tous ces équipements-là, il faudra prendre des décisions, les rénover et puis étudier ces choses-là. Et donc la question de l'Arena, il faut la mettre sur la table. Moi, j'ai pas de tabou là-dessus. Au contraire, si on était en capacité de mettre dans les investissements, alors on va pas faire un truc délirant. Et j'ai bien aimé là aussi, décidément aujourd'hui, je salue le travail que vous faites, mais sur la discussion et le débat sur l'Arena pour dire faut pas un truc délirant de 10 000 places, mais une Arena autour de 5 000 places. Après, Julien Lavergne, il ne demande pas quelque chose d'aberrant. Il dit attention, les gens vont partir. Justement, je parlais de l'expert qui dit pour une ville comme Tours, on est autour de 4-5 000 places, ça peut être envisageable. Donc, mais avec le risque que les gens aillent ailleurs s'il n'y a pas ça. Il faudra
mettre tout ça sur la table avec les élus métropolitains et puis engager un plan pluriannuel d'investissement sur l'ensemble de ces équipements dans lequel il faudra traiter cette question de l'aréna avec la question du parc, avec la question de la rénovation du Vinci, avec la question de la rénovation le sujet métropolitain théâtre, est important. avec la question vous voyez que de savoir CMS. qui présidera la métropole et avec qui et comment est un sujet majeur. Vous voyez, on arrive dont on peut difficilement quand même ne pas l'évoquer avant le premier tour. On arrive, vous avez vu sur le Grand Théâtre, on était dans un vrai conflit social, une vraie problématique. Et puis finalement, on a fait d'une problématique une solution. On est sorti par le haut de cette problématique du statut des musiciens qui n'était pas ad hoc, qui faisait peser un risque juridique et financier sur la ville de Tours, pour lancer un nouveau projet d'un orchestre permanent et qui aura 3 fois plus de levée de rideau. Ça veut dire que demain, la ville de Tours, mais aussi la métropole, mais aussi le département, mais aussi peut-être les autres départements, on a rencontré les présidents de département, pourront profiter de cet orchestre. Il pourra aller dans les collèges, il pourra aller dans les écoles. Et vraiment, cette idée de la culture pour tous, on va pouvoir la mettre en œuvre. Et là, c'est la métropole qui nous a permis de débloquer mais les acteurs, quand même, là, ce projet-là, parce que c'est 600 000 € qui seront votés le 17 février. Les acteurs Je serai présent pour le voter. Voilà. Donc on a besoin de la métropole et la métropole est à l'écoute, bien sûr, parce que... Alors justement, elle a été à l'écoute, mais lentement, parce que les acteurs, là, quand même, ils vous parlent d'urgence, c'est-à-dire que culturel, sportif, ils vous disent, pour nous, c'est urgent, et c'est quand même parce que la métropole a un peu tergiversé en début de mandat, voire beaucoup tergiversé en début de mandat, que tout ça n'a pas été lancé, non ? Écoutez, moi j'entends l'urgence, mais des urgences, j'en ai nombreuses. Après, en responsabilité, si vous voulez, je vais vous prendre une image simple. Je ne vais pas annoncer la construction d'une véranda flambant neuve alors que j'ai le toit qui fuit. Donc la situation des équipements sportifs sur la ville et sur la métropole, c'est ça. Donc on ne va pas faire des annonces tonitruantes aujourd'hui, ça ne serait pas responsable. Ce qui est responsable, c'est de regarder l'état des lieux. Donc moi je le connais pour les équipements de la ville, et je pense que la métropole doit, sur ce sujet-là, bien sûr, puisque c'est dans sa compétence, les équipements culturels et les équipements sportifs de dimension métropolitaine sont dans la compétence de la métropole. Donc là, on est dans une compétence partagée. Il faudra qu'on trouve des solutions pour répondre à l'urgence qui a été révélée par les présidents. C'est peut-être pas que responsable, mais est-ce qu'ils n'ont quand même question, pas besoin, rapidement, est-ce qu'ils n'ont pas besoin quand même, en un mot, de rêver un peu aussi les gens, un projet un peu XXL, un peu plus grand, même si on comprend que vous commenciez par l'essentiel et par le toit qui fuit. Ouais. Mais d'avoir un projet à moyen terme un peu... alors moi, ce qui me fait rêver, c'est quand je vais au stade de la Vallée du Cher et que je vois 5000 personnes et les filets qui tremblent. Aujourd'hui, voilà, on a relancé aussi ce club de foot. Ça a été vraiment... Ça reste rare quand même, les 5000 personnes. Ça a été pénible pendant des années. Et puis là, on a des belles personnes qui ont un beau projet. Donc on relance ce club avec des nouvelles fondations. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais voilà, le sport, c'est surtout des vibrations. On a quand même, avec la salle Grenon, avec la salle à Tournord, il faut rénover, il faut entretenir tout ça. Mais on a quand même, heureusement, chez nous, ici à Tours, des stades où on peut vibrer. C'est quand même ça l'essentiel. Et je pense que c'est ça qui fait rêver les Tourangelles et les Tourangeaux. Pour le reste, j'ai répondu. Il faudra traiter les sujets les uns après les autres. On a entendu prochain sujet maintenant d'ailleurs, les mobilités avec vous, Luc. Oui, on va parler évidemment du tram. Sur le tram, vos adversaires veulent revenir sur le tracé de la deuxième ligne pour des raisons budgétaires qu'ils invoquent. Pouvez-vous, là, aujourd'hui, rassurer concrètement les Tourangeaux qui entendent donc en ce moment qu'ils vont payer très cher cette seconde ligne via leurs impôts ? Surtout, ce que je voudrais dire, c'est qu'on continue à faire débat sur ce tramway. La décision de lancer un tramway, c'était Philippe Briand en 2017. L'enquête, la concertation, c'était en 2018. Ensuite, il y a eu des élections municipales où, au deuxième tour, il y avait un candidat qui s'appelait Christophe Boucher qui a dit « je ferai une demi-ligne ». Et puis, en face, il y avait moi qui ai dit « je ferai le tramway ». Donc, cette question, elle a été tranchée en 2020. Donc, aujourd'hui, il essaye de faire... C'est une question que je n'ai pas posée. Il essaye de faire... Vous pouvez rassurer sur l'aspect budgétaire. Je vais répondre à votre question.
il essaye de faire vivre encore ce débat-là qui n'a pas lieu d'être. On a déjà dépensé 45 millions dans les travaux qui sont engagés depuis maintenant 6 mois. Il y a 35 millions qui ont été levés dans l'emprunt à la BEI de 170 millions qu'il faudrait rembourser si on arrête demain. Et puis, moi, je vois bien sa petite ruse de dire on va faire comme si on continuait le tram et puis en fait on fera que la moitié. Sauf qu'il a fait l'annonce publique et je pense que, excusez-moi l'expression, mais je pense que le préfet ne sera pas dupe et donc demandera des comptes. Il y aura le maire de La Riche qui demandera des comptes parce que c'est aussi annoncer ça, c'est quand même mépriser les habitants de La Riche. C'est quand même mépriser les gens de Maristes-Bastier, j'aimerais le dire, parce qu'ils sont très très en colère quand on va les rencontrer, quoi. De quel droit ce monsieur veut remettre la continuité républicaine? Il y a eu des dizaines de votes en conseil, il y a eu une enquête publique, il y a eu des réunions de concertation, il y a une DUP, donc voilà ce que je pense sur ce sujet-là. Et sur le financement, bien écoutez, la BEI a confirmé son financement de 170 millions. La Banque des Territoires vient de nous annoncer, on l'a signé en début de mois, 100 millions d'investissements pour payer ce tram. Donc, heureusement, la métropole qui, justement, avait prévu ce projet de longue date, vous avez vu que les indicateurs financiers de la métropole à fin 2025 sont tous au vert. Alors, on peut nous promettre que tout va se dégrader parce qu'on peut faire la promesse que rien ne va bien se passer. Sur le fait que fiscalement, il n'y aura pas d'impact pour les Tourangeaux. Mais aujourd'hui, le sujet n'est pas là. On est en 2026. La métropole a les moyens de financer ces projets. Et ce projet de tramway, il est financé. Donc le sujet, c'est ça, c'est de continuer. Et puis, entre nous, ce serait un cataclysme économique pour la métropole. Parce qu'aujourd'hui, il y a des dizaines, et ce que j'annonce, c'est que pendant 3 ans, les travaux de ce tramway, c'est 1000 emplois sur le territoire pour la réalisation de ce tramway. Donc c'est un booster économique. On parle de crise économique, et derrière, les projets de territoire, on devrait les arrêter? Non, mais ça n'a pas de sens. Donc, bien sûr, une métropole est en capacité de financer un tramway. Très bien. Bien sûr, on a aujourd'hui les financements des banques qui nous suivent. Et bien sûr, ce projet devra continuer. On a noté dans vos communications de campagne que vous souhaitiez lancer des études pour une éventuelle 3e ligne. Est-ce qu'on peut savoir quel serait ce tracé? Eh bien, l'intérêt de cette 2e ligne, c'est qu'on crée un réseau, un X. Et donc, on a la possibilité, mais ça avait déjà été annoncé, puisque certains nous avaient dit « ouais, mais quand on part de La Riche, on irait bien aussi vers Jean Jaurès ». En termes d'exploitation, c'est une modification par rapport au projet qui est lancé. Et donc, on avait dit on va au bout de notre projet, parce que justement, on n'a pas le droit de faire de modifications substantielles du projet. Et c'est le cas, c'est ce que annonce aujourd'hui un candidat. Enfin, plusieurs candidats. Donc, une modification substantielle, ça remet tout à plat la concertation, parce que la concertation, elle doit être faite sur le projet qui aboutit au final. Ça remet en cause la DUP, ça remet en cause l'enquête publique. Donc, cette 3e ligne, c'est l'étude de La Riche jusqu'à la gare et Jean Jaurès. Donc, c'est juste une modification en termes d'exploitation. Donc, il faut regarder si techniquement c'est possible. Comment, en termes d'exploitation, on arrive à faire passer des trams qui, certains iront à Joué-les-Tours, certains iront à Chambray, certains iront à La Riche, voilà, avec des parties communes. Donc, on a commencé à préétudier ça et ça sera mis à l'ordre du jour dès le lendemain des élections. Et ce serait une 3e ligne potentielle, comme à Angers. À Angers, ils ont un tramway en X. Et avec un tramway en X, on peut avoir 3 lignes. Il nous reste 2 minutes sur cette partie. Voilà. Donc, okay. Le vélo, on a compris que vous souhaitiez poursuivre le programme Vélival. Concrètement, et là, essayez d'être précis, s'il vous plaît, quelles liaisons cyclables devraient, selon vous, être prioritaires? Les prochaines liaisons cyclables que vous là, on a fait le plus dur, c'est-à-dire le passage dans le centre-ville, avec les deux. Alors, c'était compliqué, les travaux, effectivement, on l'a vu, certains se plaignent, et ça se comprend. On ne fait jamais de travaux sans qu'il y ait des nuisances. L'objectif, maintenant, c'est de se raccorder avec les villes de la métropole. Donc, c'est de faire les continuités pour remonter Tour-Nord, pour aller vers Chambray, pour
aller vers Jouer-les-Tours, pour aller, voilà. Le réseau cyclable, il y a 13 itinéraires, il y en a 6 qui sont engagés. Donc, il faut aller au bout de ces 6 itinéraires. On a fait les parties centrales entre Loire-et-Cher et puis la tranchée, et puis on va jusqu'au de Lyon. Donc sur le centre-ville de Tours, on comprend que c'est à peu près fini. Il y a encore un itinéraire, mais qui est plus parallèle à tout cela. On a fait le plus dur, on avait du retard, c'était nécessaire de rattraper ce retard. Aujourd'hui, il faut prolonger ce réseau pour que ça fasse là aussi un vrai réseau et qu'on puisse raccorder l'ensemble de la métropole. Et puis, il faudra développer le plan piéton, parce qu'en termes de mobilité, la priorité, avec le vieillissement de la population, c'est de faire la ville à hauteur d'enfant. Et je le dis, quand on fait la ville à hauteur d'enfant, c'est-à-dire quand on prévoit des aménagements d'espace public, des aménagements urbains, des aménagements de carrefour à hauteur d'enfant, c'est valable pour les adultes qui sont valides, c'est valable pour les personnes âgées, c'est valable pour les personnes en situation de handicap. Donc ce plan piéton, il est très attendu on continuera. On l'a lancé, on l'a fait, on n'a pas été sans rien faire, bien sûr. À chaque fois qu'on refait un aménagement, on a toute cette attention-là pour le rendre accessible. Mais demain, il faudra un plan piéton pour donner de la cohérence et avoir un vrai référentiel d'aménagement de nos espaces piétons. Allez, dernière question sur les mobilités. Je vous demande une question et une réponse rapide. À l'opposé, justement, du plan piéton, l'aéroport. On vous sent parfois hésitant. D'une part, l'écologiste que vous êtes semble pas vraiment prompt à le défendre, mais d'autre part, le pragmatique, le politique métropolitain, ça n'accommode. C'est quel Emmanuel Denis qu'on aura si jamais vous êtes réélu ? Toujours le même. Je réponds toujours la même chose sur l'aéroport. Pour le défendre ? Bien sûr, il faut défendre l'aéroport. On en a besoin, ne serait-ce que pour les greffes. On a une filière médicale très forte, très importante, et puis une excellence autour des greffes. Donc on a besoin de cet aéroport pour ces sujets-là. Après, le vrai sujet conflit avec nous, c'est Ryanair. Parce que vous voyez bien comment ils méprisent. Là, il y a des décisions qui sont prises de manière unilatérale. Ryanair fait les poches des pouvoirs publics et les pouvoirs publics, des collectivités, les collectivités laissent faire. Bon. Moi, je pense qu'il faut trouver d'autres opérateurs. Et puis, en tous les cas, ça, c'est un vrai sujet qui me paraît un sujet sur lequel on a des divergences avec certaines personnes au Conseil métropolitain, bien que même Philippe Briand avait dit il y a quelques années, il faudra se passer de Ryanair. Allez, on passe à un autre thème, celui de l'attractivité des commerces. L'attractivité, juste cette infographie aussi sur le taux de vacances commerciales dans l'hypercentre. On est à moins de 5%, c'est en deçà des moyennes des villes de même strate. Voilà pour planter le décor, Emmanuel. Alors, le commerce aura été, pendant votre mandat, un vrai sujet de crispation. Et comme vient de le dire Michael, pourtant, ça va plutôt mieux à Tours qu'ailleurs. Donc, on parlera des faits, mais avant cela, ce ressenti. Comment vous expliquez qu'il y ait une telle crispation autour du commerce à Tours, autour de vous et du commerce à Tours, alors que ça va plutôt mieux qu'ailleurs? Oui, merci de dire que ça va plutôt mieux qu'ailleurs. Le sujet, c'est qu'il y a une vraie crise du commerce. Et ça, il ne faut pas faire de déni sur cette problématique. Mais ailleurs aussi, il n'y a pas forcément la même crispation autour du sujet. Là, on est quand même vraiment sur ce ressenti. Je vais jusqu'au bout. Si vous voulez, mais c'est quand même ça ma question. Donc il y a une crise du commerce qui est nationale, voire internationale. On a d'ailleurs fait venir des experts aussi pour discuter avec parce qu'à un moment, c'était un peu le dialogue de sourds. Maintenant, j'étais encore ce matin avec les commerçants, les responsables des associations commerçantes de Tours, et il y a un vrai dialogue qui s'est installé parce qu'on a partagé le constat. Donc le constat, vous l'avez dit, c'est au niveau national qu'il y a des difficultés, surtout dans l'habillement, surtout les chaussures. Vous avez vu André, Minelli, Pinky, toutes ces boîtes-là qui ont des grandes difficultés. Parce que, deux choses. D'abord, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, il a fait ça. Il s'est réduit. Le camembert du pouvoir d'achat, il s'est extrêmement réduit parce que c'est une crise du pouvoir d'achat. Voilà, pour les raisons que vous connaissez, on ne va pas développer ça là. Et puis, deuxième sujet extrêmement prégnant sur les commerces, c'est la part des achats qui sont faits sur Internet, qui ne fait qu'exploser. Et ça a explosé. Ça, les causes, on comprend. Et ça a explosé au moment du Covid. Non, mais ce qui explique que les commerçants ont eu le Covid
Covid, et puis derrière, c'est pas revenu comme avant. Et là, ils ont dit, c'est le maire de Tours avec ses travaux sur ceci, sur cela. Et donc, le bouc émissaire était tout trouvé. Donc, aujourd'hui, on est dans un... Alors que, vous l'avez dit... Il n'y a pas eu un petit défaut de concertation quand même, justement, à ce moment-là de concertation de quoi De discussion, disons. De discussion, non. On a toujours été en discussion. C'est eux... Enfin, bref. Aujourd'hui, le dialogue est rétabli avec la Chambre de commerce et de l'industrie. On a aussi documenté le fait qu'il y a beaucoup de monde qui vient à Tours. Il y a toujours plus de monde dans les transports en commun. Il y a toujours plus de monde dans nos parkings. Il y a toujours plus de monde dans nos musées. On a battu des records de musées. On en parlera tout à l'heure. Plus de 200 000 visiteurs dans nos musées. Et donc, c'est la preuve que la ville attire. Sauf que dans le commerce, et c'était la conclusion de l'expert, les gens ne viennent plus pour faire leurs achats du quotidien. Ça, ils le font tranquille dans leur lit ou dans leur fauteuil depuis chez eux sur Internet. Ils viennent pour passer du bon temps. Donc, il faut leur proposer des espaces donc vous, pour généreux. Aider concrètement... Donc, c'est ce qu'on fait, par exemple, quand on a fait la place du Grand Marché. C'est ce qu'on fait quand on organise des grandes manifestations comme Vitiloire, comme la Braderie, comme autour de nos musées. Donc, on attire du monde et les gens viennent pour... Et vous avez vu aussi la mode des coffee shops. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Les gens viennent aussi pour manger un petit cookie, s'arrêter et vraiment passer du bon temps. Donc, les anciens salons de thé, ça avait disparu, il n'y avait plus de salons de thé. Maintenant, ça revient. Les gens veulent que la ville soit agréable et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on essaye de faire et sur quotidien. Le commerce en soi, le haut de la rue nationale, par exemple. Et donc, sur le commerce en soi, le haut de la rue nationale, on a attiré un certain nombre de nouvelles enseignes qui, vous l'avez, je pense que vous pensez à ça. Il y a bientôt Uniqlo qui va s'installer. Donc, on a des enseignes aussi qui vont attirer, qui vont continuer à faire en sorte que l'on résiste mieux. Et vous avez donné les chiffres. On résiste mieux qu'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de monde, parce qu'il y a beaucoup de flux, parce que la ville est dynamique, parce que la ville offre la possibilité de passer du bon temps dans les musées, dans les coffee shops, dans les parcs qui sont ouverts. Il y a de nouveaux jardins en centre-ville. Il y a cette nouvelle place du Monstre qui est extrêmement agréable. Et on continuera à déployer, bien sûr, cette vision et cette amélioration du cadre de vie. Juste une petite parenthèse sur ces enseignes. Là, justement, vous disiez Uniqlo, c'est Primark de Lyon qui ont... Voilà, on est sur de la fast fashion. Là, c'est pas un peu dur de jouer cette carte-là quand on est un maire écologiste? Alors, aujourd'hui, il faut vivre avec son temps. Parce que parallèlement à cela, il y a aussi des commerces qui se développent beaucoup. Et ça, c'est un signe très positif. Par exemple, rue du commerce, je suis allé à la rencontre d'une nouvelle commerçante qui a un petit magasin qui s'appelle Les Petites Pépites, il me semble. C'est du recyclé de haute gamme. Et elle travaille, et là aussi c'est un des enseignements sur l'évolution du commerce, elle travaille beaucoup avec les réseaux sociaux parce qu'elle est tout au bout de la rue du commerce, un peu excentrée quasiment devant le commissariat, un petit peu avant, et elle me dit ça marche super bien parce que ma clientèle, je l'attire sur Instagram, et donc le bouche à oreille, et voilà. Donc ça veut dire que cette dimension du numérique, au-delà de l'achat sur Internet, ça peut aussi permettre d'être un showroom, d'attirer des clients en ville, et c'est sur ces sujets-là qu'on travaille. Alors, vous avez vu, il y a Shopping Touraine. Ça n'a pas pris l'envol qu'on souhaitait. Peut-être que ce n'est pas la bonne solution. Peut-être que aller sur les réseaux sociaux il y a des influenceurs. Enfin, il y a tout ça. Et ça, c'est des politiques d'attractivité qu'il faut développer. Et donc, on le fait avec les commerçantes et les commerçants avec qui on a rétabli un bon dialogue. Alors, on va passer au sport rapidement. Luc, peut-être une ou deux questions grand maximum, parce qu'on arrive au terme de l'émission. Oui, je me doute. Ici même, sur ce plateau, en cours de mandat, vous aviez assumé le fait d'être davantage préoccupé par la pratique sportive de masse, grand public, loisirs, plutôt que par le haut niveau, pour lequel vous invitiez les clubs à se structurer. Mais à trop laisser le sport pro un peu de côté, est-ce que vous ne regrettez pas l'impact que ça a pu avoir, par exemple, évidemment, le fiasco du Tour FC sur le sport de masse quand plusieurs centaines de gamins se sont retrouvés sans club en cours de saison? Est-ce que là, vous ne reconnaissez pas une petite erreur d'appréciation? Donc là, vous êtes en train de dire que je suis responsable de l'échec. Non, je vous demande si vous vous dites de l'épopée. Si vous avez tout fait parfait, ou est-ce que vous vous dites avec le recul, non, bien sûr, on aurait pu éviter ça? On n'a pas tout fait parfait. Je ne parle pas du fiasco du club de la première. Je parle de Tour FC. On sait les responsabilités. On les a souvent évoquées, que ce soit à l'ANR ou à Val de Loire TV. Je parle plutôt de l'impact que ça a pu avoir
sur l'école de foot. Ah oui, bah ça c'était un vrai drame. D'ailleurs, vous avez vu qu'on a créé une petite école de foot derrière pour continuer à proposer des activités pour les jeunes. Mais après, c'était un château de cartes qui s'est écroulé, quoi. Le club comment dire, privé, enfin la société privée qui portait le club élite était quand même assis sur les droits sportifs de l'association, et donc à un moment, quand il y en a un qui tombe, tout tombe. Bon, voilà. Aujourd'hui, vous croyez dans le... Mais ma vision, c'est pas de dire qu'il faut privilégier l'un ou l'autre. Je pense bien sûr que la responsabilité d'un maire, c'est de faire en sorte que toutes les Tourangaises et les Tourangeaux puissent avoir accès au sport pour toutes et tous. Après, moi j'aime bien vibrer et j'aime bien les clubs qui ont des bons résultats, sauf qu'aujourd'hui, financièrement, vous voyez bien, une municipalité, elle n'est pas au niveau de pouvoir investir dans un club professionnel de foot en particulier. Aujourd'hui, on a une nouvelle équipe. Moi, je salue l'arrivée de Basile Ribou, d'Olivier Piqueux, qui s'est associé avec un ancien, Antoine Fins, du FCOT, donc l'ancien club, et puis le regroupement de ces 4 communes. Je remercie la maire de Savenière, le maire de Ballan et puis le maire de Joué-les-Tours. Donc aujourd'hui, on s'est basé sur le club existant. L'UFT est premier au classement, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va essayer de grimper, et on a des investisseurs, des entrepreneurs, voilà, qui sont voilà, des gens généreux, investis, j'espère, on va construire un club avec des grandes ambitions, parce que je ne suis pas contre les ambitions de nos clubs phares. Au contraire, simplement, voilà, financièrement, en termes de responsabilité, je ne peux pas prendre des engagements pour des clubs de ce niveau-là, quoi. Mais les accompagner, bien sûr, on le fera. On arrive au terme de cette émission. Emmanuel Denis, vous allez regarder la caméra qui est face à vous. Et dès que vous allez commencer à nous expliquer pourquoi voter pour vous en 2026, vous aurez 1 minute pour convaincre. Chère Tourangelle, chers Tourangeaux, il y a 6 ans, vous nous avez élus avec mon équipe. Depuis, je suis votre maire. J'ai l'honneur d'être votre maire. J'exerce cette responsabilité, cette lourde responsabilité, avec conviction et détermination. Nous avons engagé des grands chantiers comme la rénovation des écoles, des crèches ou l'assainissement de nos finances. Demain, si vous nous donnez à nouveau votre quitus, nous continuerons à faire en sorte de développer les services publics municipaux pour vous protéger au quotidien, pour faire en sorte que nous préparions ensemble l'avenir, en travaillant sur la santé, en travaillant sur ces autres sujets de logement ou d'emploi, pour que demain, la ville de Tours reste une ville écologique, une ville solidaire, une ville qui soit séduisante, une ville qui inspire. Et donc, le 15 mars et le 22 mars, votez pour la liste Tours Inspire 2026. Merci Emmanuel Denis d'avoir accepté notre invitation. Merci Emmanuel, merci Luc pour votre participation. Cette émission est à voir et à revoir sur Val de Loire TV, sur les sites de Val de Loire TV de la Nouvelle République. Vous pourrez en lire le compte-rendu dans les pages de la Nouvelle République dès demain. Prochain rendez-vous dans campagne consacré à Blois, ce mardi à 20h15, juste après, avec la candidate du Rassemblement national, Marine Bardet. À très vite.